Bonjour, je suis Jean-Marc Quéret, président de l'association Picoscope et également fondateur de l'association Picoscope. L'association Picoscope est une association qui promeut la programmation, l'apprentissage de l'informatique, le code, à travers une solution de développement qui s'appelle Pico 8, qui est un environnement très léger, très facile à appréhender, à destination des plus jeunes et des moins jeunes. Donc l'association n'a pas été créée, on va dire, uniquement pour promouvoir un environnement, mais essentiellement pour permettre aux personnes d'accéder aux notions de code, aux notions de programmation. Et pour s'intéresser à ces notions de programmation, il est intéressant de connaître d'où on vient pour savoir vers où on va. Vas-y. Donc, de 1981 à 2019, pour avoir une idée de l'évolution de l'informatique domestique et également professionnelle, dans les années 80, on pouvait acheter un petit équipement qui, pour moi, était, je dirais, l'inscription à Poudlard. C'est le ZX81 qui m'a fait découvrir ce que pouvait être la programmation, ce que pouvait être l'informatique pour un particulier. Donc, c'était un petit ordinateur qui fonctionnait à 3 MHz. Donc, par rapport, actuellement, c'est absolument ridicule comme puissance. Et qui avait 1 kilooctet, 1 kilo, pas 1 méga, pas 1 giga, 1 kilooctet de mémoire vive. Pour donner une idée des équipements actuels, on trouve actuellement des ordinateurs à base de processeurs Xeon, qui en ont 28, qui tournent à 4 GHz et qui sont dotés de 16 téraoctets de RAM. Donc c'est absolument monstrueux. Donc c'est des chiffres que je vous donne qui veulent pas donner qui vous donnent difficilement une idée de ce que c'est. Donc pour avoir une idée sur l'évolution du processeur, entre 3 MHz et 28 fois 4 GHz, ça revient à marcher pour le petit ordinateur de 415 pas dans une direction. Et pendant ce temps-là, l'autre ordinateur actuel fait carrément le tour de la Terre pour avoir une idée de la puissance. Et au niveau de la mémoire, la différence entre 1 kilooctet de mémoire et 6 téraoctets de mémoire, ça correspond à ce que le petit ordinateur, pendant qu'il fasse un pas, l'autre ordinateur peut faire 5 allers-retours Terre-Lune. Donc l'informatique a évolué dans des proportions qui dépassent totalement l'inimaginable. Ah, t'es trop vite. Donc l'association Picoscope que je disais, l'association Picoscope que je disais promeut un environnement qui a été développé par Joseph White, qui s'appelle Pico 8, qui est une console virtuelle. Alors qu'est-ce qu'une console virtuelle? Tout le monde connaît les consoles de jeux, les PS1, les Xbox et autres. Et une console virtuelle, c'est un logiciel, petit logiciel, que vous pouvez installer dans votre ordinateur et qui simule le comportement et le fonctionnement d'une console qui serait une console physique. Donc l'idée est un peu bizarre, pourquoi mettre dans son ordinateur quelque chose qui pourrait être un support physique qu'on achète? Pour la raison suivante, c'est qu'au niveau de la console, elle permet, avec des moyens actuels, de simuler le comportement d'un équipement restreint, donc d'une console qui serait ancienne. Donc notamment, ça simule des équipements qui sont 8 bits, peu de couleurs. À l'écran, on a très peu de résolution, c'est-à-dire que la console fait 128 pixels par 128 pixels. Donc c'est quelque chose qui est très restreint. Et la démarche vers ce très restreint, c'est pour que la personne qui appréhende l'environnement se focalise sur l'environnement et pas que sur la technique. Parce que programmer ou faire des jeux, ce n'est pas essentiellement de la technique. C'est aussi du gameplay, c'est aussi du dessin, c'est aussi tout un tas de notions. Et si on est rebuté par un point technique, on a des difficultés après pour apprendre le reste. Donc la console a été inventée donc, par quelqu'un qui s'appelle Joseph White, qui n'a pas eu l'idée de faire une console virtuelle dès le départ. Il a commencé par faire des jeux. Donc il a fait différents jeux, donc Felix and Fireboard, Lex 500, et à chaque fois que cette personne-là réalise un jeu, pour le jeu, il a besoin de se créer des outils pour faire la musique, les images, les cartes, les niveaux. Et dès qu'il faisait un nouveau jeu, il devait recommencer à se faire des outils pour faire les images, les niveaux. Et donc, c'est très besogneux. Donc, il a eu l'idée aussi de regrouper ce qu'il faisait dans un fichier d'archives qui permettait d'avoir toutes les données dans un seul endroit et de les exploiter d'une façon similaire. Donc, il s'est orienté vers une démarche pour fédérer ces outils. Diapo suivante. Voilà, donc il a fait également d'autres jeux, donc qui s'appellent Conflux et Star Wars. Donc on avait des jeux au départ plus classiques, c'est-à-dire pour vendre et puis j'irais essayer d'en vivre. Malheureusement, la vie de développeur indépendant est assez compliquée et pour vivre de son art, c'est extrêmement compliqué. Donc on est obligé d'avoir une activité, je dirais souvent périphérique. Donc il a créé en 2012, diapo suivante. Vas-y, passe au scatron. Voilà. Il a créé en 2012 en fait un Pico Pico Café sur lequel il a fait un jeu qui s'appelait Oxacron, qu'on a vu sommairement, et également
Pico 8. Donc, le Pico 8, c'est un exercice au départ. En parallèle de ces autres développements de jeux, il faisait quelque chose pour s'amuser. Il se dit, tiens, je vais faire un outil qui permet de programmer dans l'ordinateur et quelque chose qui me redonnerait ce que je retrouvais moi quand j'étais dans mon enfance. Donc, dans son enfance, il avait 8 ans, il utilisait l'ordinateur de son papa. Et quand il allumait à cette époque-là l'ordinateur, on avait un gros carré clignotant qui était un curseur qui permettait de taper du texte. Et donc, dans l'environnement, il essaie de retrouver, limite par nostalgie, cet environnement qu'il avait enfant. Donc, l'environnement Pico 8 a un langage de programmation, puisqu'on en vient à une notion de programmation, qui s'appelle Lua. Donc, c'est un langage qui ressemble beaucoup au langage du web qui s'appelle JavaScript sur les notions. C'est un langage qui est très, très accessible. Et l'intérêt de la version de Lua qui est dans l'environnement, c'est qu'en gros, on a 250 mots à peu près, verbes pour faire des actions. Donc, on va dire les possibilités sont limitées. Les types de briques qu'on va assembler pour faire un programme sont limités. Et donc, ça va permettre aux personnes qui apprennent de ne pas avoir, je dirais, une encyclopédie à consulter avant de commencer à faire quelque chose. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on peut commencer à avoir des résultats en un quart d'heure, 20 minutes. On peut bouger un petit personnage à l'écran. On peut commencer à taper des lignes de code qui prennent sens, sans avoir beaucoup de documentation à consulter. Le but de l'association Picoscope, c'est que tous ces éléments-là, donc James White est à Tokyo, les personnes qui diffusent ce type d'application, c'est essentiellement en langue anglaise, donc les documentations, forcément, sont en anglais. Donc, pour un enfant qui va commencer à programmer, s'il doit commencer à apprendre l'anglais, maîtriser l'anglais pour comprendre une documentation ou commencer à faire quelque chose avec l'ordinateur, ça reste très, très compliqué. Donc, le but de l'association Picoscope, donc que nous sommes, c'est on francise, on traduit les manuels d'emploi et on fait des tutoriels pour permettre aux personnes d'apprendre l'environnement, de découvrir, on va dire, la programmation de jeux vidéo à travers une documentation et des supports qui sont en français. Donc, ils sont consultables sur le site, dont il y a une petite carte qu'on vous remettra à la fin, pour permettre à tout à chacun de s'y mettre, sachant que l'environnement est accessible, on va dire, de 7 à 77 ans et même plus. Donc, l'environnement Pico 8, la console de jeu, permet de jouer à des jeux. Donc ça, c'est déjà un état d'esprit, c'est-à-dire que apprendre, en soi, c'est compliqué, il faut faire un effort. Si on peut commencer à apprendre, on a un intérêt, un objectif, c'est-à-dire comprendre le jeu auquel on joue, éventuellement modifier le jeu auquel on joue, ça devient tout de suite plus intéressant. Donc l'environnement qui permet le programme, qui permet d'exécuter les jeux, donc Pico 8, dès qu'un jeu s'exécute, on peut appuyer sur la touche échappe, et à ce moment-là, on rentre dans un environnement de développement où on peut modifier les dessins à l'écran, on peut modifier la musique, on peut modifier le code, donc autrement dit les règles du jeu, donc on peut intervenir sur le jeu qu'on utilise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec cet environnement, Pico 8, on peut jouer, mais on peut également faire des jeux. Et les jeux que l'on fait, on peut les mettre en partage sur un site internet qui s'appelle l'Exalof. Et à ce moment-là, nous avons toutes les personnes qui disposent de licences de la console virtuelle Pico 8 qui peuvent télécharger gratuitement ces jeux, les exécuter et, comme je l'ai dit, appuyer sur la touche échappe, aller dans le code, modifier les images, modifier les niveaux, modifier le code. La meilleure façon d'apprendre, c'est de consulter des exemples, de voir comment les choses sont faites, éventuellement de faire copier-coller. Qui n'a pas fait un copier-coller d'un morceau de texte dans un autre document qui n'est pas forcément le nôtre, parce que c'est bien écrit, c'est mieux fait qu'on pourrait le faire, etc. Donc la démarche d'approche vient, je dirais, de par les exemples qui sont manipulés. Alors l'association Picoscope, on va dire tous les ans, tous les 2 ans, essaie de faire également un atelier où on réunit des néophytes et des personnes qui sont, on va dire, plus éclairées sur le sujet ou qui maîtrisent davantage le sujet pour partager les connaissances. Parce que ce qui est difficile sur un apprentissage, c'est le début, c'est de mettre le pied à l'étrier et de commencer à faire quelque chose. Donc là, avec cet environnement et les documentations en français et l'association Picoscope, les personnes peuvent facilement s'intéresser au sujet, commencer à faire quelque chose. L'intérêt de l'environnement, c'est comme il est très petit, on ne passe pas des heures et des heures à faire des dessins, on ne passe pas des heures et des heures, on va dire, sur des choses qui sont assez annexes. Et si on ne maîtrise par exemple pas le dessin, on peut très bien charger un jeu qui nous plaît, avec des jolis personnages, et les réemployer dans ses propres créations. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut focaliser sur un point sans avoir besoin de maîtriser l'ensemble. Tu l'as montré, l'animation. Donc là, on peut faire des petites animations, et avec la touche échappe, on peut aller voir les différents petits personnages qui composent l'animation. Donc là, c'est un exemple. Hop, voilà. Donc on a 4 images en bas. On va les faire passer les unes après les autres, et ça va créer l'animation du... Alors ce que ça veut, un chat, un chien, je ne sais pas, selon votre imagination, un petit singe qui court. Là, l'intérêt d'avoir peu de pixels à l'écran, c'est que c'est surtout l'imaginaire qui va prendre le relais, ou le contexte. Et au niveau du code, si on peut aller dans le code,
Donc dans le code, on a très peu de lignes pour exécuter l'ensemble. Et également au niveau de la consultation, si on peut voir le code. Voilà. Non, raté. Voilà, au niveau du code, ça tient en 2 lignes. Donc, effectivement, ça peut paraître du hiéroglyphe japonais ou égyptien ou des kanji ou ce que vous voulez. Bon, là, on a 2 instructions. On a l'instruction CLS, c'est clear screen, ça sert à effacer l'écran. On a l'instruction SPR, c'est sprite, ça dit dessine le sprite, donc le petit personnage, numéro 1, plus. Alors après, on a une formule magique, si on va gérer le temps. C'est-à-dire, on a la fonction T, on a un élément qui s'appelle T, c'est le temps. Et donc, on va utiliser ce temps pour faire avancer l'image. Donc, quand le temps avance, on va passer à l'image 1 plus 1, donc ça va être la deuxième image. 1 plus 3, la troisième image. Et après, pour ceux qui font un petit peu de maths, ils voient qu'il y a un petit pourcentage, donc c'est un modulo. Donc, on va boucler sur l'animation pour passer les images les unes à la suite des autres. Donc ça, c'est pas instinctif. C'est-à-dire, vous ne voulez pas le matin, quand le réveil sonne, et vous dites, tiens, je vais écrire ça sur l'écran, ça va être sympa. Mais, on va dire, avec les tutos, avec d'autres personnes qui ont déjà pratiqué, on le fait une fois pour faire une animation, on le fait 2 fois pour faire une animation, et après on sait faire, ça devient un acquis, ça devient une petite brique qu'on a dans son coin de cerveau, qu'on ressort pour animer différents personnages. Et les animations que vous avez dans vos jeux, c'est uniquement des séquences d'images, comme un film télévisé, qui se succèdent pour créer l'animation. Donc l'ensemble des aspects sont abordés, donc tant le dessin, les niveaux, l'animation. Hop, passe de suite. Merci. Que les effets et la musique. Alors, avoir une image seule, c'est sympathique, une image qui bouge, on peut interagir dessus. Mais pour avoir, on va dire, un game feel, un feeling par rapport au jeu, le son est un élément déterminant. D'ailleurs, il y a des compositeurs très très célèbres qui viennent du domaine du jeu vidéo et qui sont intéressés. Il y a des musiques qui nous trottent dans la tête. Et ce n'est pas à vous qui êtes au Kick Festival que j'ai expliqué que la musique est un élément déterminant du jeu. Donc, dans le cadre de la plateforme, on peut également faire des effets. Donc, les effets s'appellent des burps, donc, parce que souvent dans le jeu, à l'époque du 8 bits, c'était des bi, burp, ce genre de son. Et également des notions musicales, donc en notation selon le solfège anglo-saxonne, avec les lettres E, F, etc., pour avoir les différentes tonalités. Et après, on peut faire des patterns, donc des ensembles de modèles, en fait, de petites musiques, qu'on assemble les uns à côté des autres pour faire une chanson. Donc l'intérêt de l'environnement Pico, c'est qu'il a tous les outils. Donc il a les outils qui vont permettre de dessiner, il a les outils qui vont permettre de programmer, il a les outils qui vont permettre de faire les cartes, il a les outils qui vont permettre de faire les effets, il a les outils qui vont permettre de faire également la musique. Donc, le fait d'avoir Pico en sa possession, ça permet de voir tous les éléments constitutifs du jeu et surtout à l'identique pour tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes chez vous en train de faire un petit bruit, un petit son, une image sur Pico. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre qui utilise le Pico également pour faire la même chose. Vous avez le même outil, donc vous pouvez échanger avec cette personne-là et ce que vous êtes en train de réaliser, c'est-à-dire échanger des sons, des musiques, mais surtout la manière de faire. C'est-à-dire pour expliquer à quelqu'un comment faire sur un ordinateur, ça vous est peut-être déjà arrivé de faire du support, expliquer à quelqu'un sur Windows, ouvrez la fenêtre, cliquez ici, etc. C'est compliqué parce que chaque personne a son ordinateur avec ses logiciels personnalisés selon son usage. Donc quand on en vient sur quelqu'un qui a des configurations différentes de la vôtre, ça devient extrêmement compliqué d'expliquer ça par téléphone. Là, avec l'environnement Pico, tout le monde a la même chose. Donc quand vous êtes par exemple dans une salle où il y a 30 enfants ou même des adultes, quand vous dites à tout le monde allez sur la petite icône du code pour faire une action, tout le monde sait où ça se trouve, tout le monde peut le faire. Et surtout quand vous lisez une documentation, la documentation que vous lisez est exploitable en l'état. Voilà. Donc là, au niveau de l'association Pico, donc on gère des événements et on présente ces points. Là, on va vous présenter quelques réalisations qui ont été faites avec Pico 8. Et je viens sur une question qu'on me pose. Non, ça c'est avant. Non, t'es de l'autre côté. C'est trop vite. Oui, en arrière, s'il te plaît. Merci. Donc, je dis au niveau de l'association, la question qui se pose souvent, encore, merci, c'est pourquoi on en vient à la programmation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent programmer un ordinateur, mais c'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, quel plaisir on prend à faire ce genre d'action, franchement. Donc là, je vais vous emmener dans un autre univers, entre guillemets, qui est l'univers du raisonnement. C'est-à-dire, avant de se poser la question de savoir quelle interaction on peut avoir avec une machine, on peut peut-être se poser la question de savoir quelle interaction on peut avoir avec des humains. Donc au niveau des humains, on a un corps, un organisme, on a un cerveau, on réfléchit. Et selon donc, Kahneman, qui a écrit Système 1, Système 2, donc c'est une personne qui a expliqué dans un ouvrage, qui a eu un prix Nobel pour ça d'ailleurs, quel était le processus qui a amené à la décision au niveau du cerveau humain. Donc on a 2 systèmes dans le cerveau humain. On a un premier système qui va être l'action rapide, qui s'appelle le système 1, qui permet de réagir par rapport à un acquis ou une connaissance préacquise. C'est-à-dire que j'ai été entraîné à faire quelque chose, la situation se produit, sans que j'ai une réflexion volontaire sur cette situation, je vais agir. Après, nous avons le système 2. Le système 2, c'est un système qui va vous imposer
de vous arrêter sur le problème et de réfléchir. Donc un exemple concret de système 1, c'est si je vous dis 1 plus 1, tout le monde, Bragi 2, par là peut-être pas, mais si 2, tout le monde est d'accord? Bon. Donc ça, c'est le système 1. Maintenant, si je vous demande de faire 8 fois 88, donc sans sortir le portable, ça va être plus compliqué. Donc là, vous allez prendre un temps de pause, vous allez réfléchir. Il y a 8 fois 8, 64, 8 fois 8, 64, je décale, 6 et 4, 10, 704, ça doit être tout dans ce goût-là, ou peut-être pas, mais il y a un processus cognitif qui se met en place. Donc, par rapport à ces deux actions, entre l'action apprise et immédiate et l'action qui suscite une réflexion, il y a comme dans l'optique des notions d'illusion. C'est-à-dire que tout le monde a regardé des images sur lesquelles vous vous êtes trompé, c'est des images qui sont faites pour vous duper, ou ce qu'on appelle les illusions d'optique. Cette image, on vous l'a présentée une fois, vous vous êtes fait avoir, la deuxième fois, vous dites « Ah non, non, mais celle-là, je la connais ». Au niveau du système cognitif, c'est le même principe entre le système 1 et le système 2. On peut vous induire dans un mode de raisonnement qui fait que vous réagissiez d'instinct par rapport à une situation, et en fait, on vous a dupé. On vous a emmené dans un raisonnement qui vous a induit en erreur. Donc un exemple classique, plus petit problème, c'est je vais dans un magasin de sport, j'achète une balle et une batte de baseball, j'en ai eu pour, mettons, 10,50 €. Combien coûte la balle et la batte, sachant que j'ai 10 € d'écart entre eux? La réaction usuelle des gens, c'est qu'ils disent, voyons voir, 10,50, j'ai 10 € d'écart entre les deux, la balle, elle doit être à 50 centimes, et puis 50 plus 10, 10,50. Ben non, parce que si la balle est à 50 centimes, que ma batte est 10 de plus, ça fait 10,50. 50 centimes plus 10,50, ça fait 11 €, ça ne marche pas. Donc là, il faut se dire, ben non, on désapprend notre action automatique, on va prendre un peu de recul, on va dire, il y a un piège. Donc pour que ça marche, c'est que ma balle, elle doit être à 25 centimes. Si ma batte, elle est à 10 plus 25, ça fait 10,25. 10,25 plus 25 centimes, ça fait 10,50 €, j'ai mon total. Donc il y a tout un tas de biais cognitifs dans lesquels on entre. Donc ça, c'est les différentes illusions et les biais. Sur ces notions de système 1 et système 2, sur la réflexion, il y a un autre problème, c'est qu'il va falloir appréhender l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, quand vous regardez quelque chose, je sais pas, une rose, vous allez dire elle est rose ou elle est rouge. Enfin, donc là, pour faire ça, vous avez tout un tas d'éléments que l'ordinateur pourrait l'avoir autour de vous. Donc vous avez vos yeux, vos oreilles, votre bouche, pour les goûts, le nez, etc., les sensations. Et ces sensations-là, vous allez devoir les décoder au niveau de votre organisme pour pouvoir avoir une réflexion sur ce point. Donc par rapport à ça, il y a Korzybski qui a fait un ouvrage qui s'appelle « Une carte n'est pas le territoire », c'est-à-dire que la représentation d'une chose n'est pas la chose. Or, quand on évolue dans l'univers actuel, nous n'avons que des représentations, nous n'êtes jamais confrontés à la réalité. C'est-à-dire quand vous goûtez quelque chose, c'est un goût que vous appréciez ou pas, mais par rapport à vos goûts. Quand vous voyez quelque chose de rouge, peut-être que le voisin qui est à côté, lui, il le verra gris, par exemple, parce qu'il est daltonien, ou un peu violet. Donc cette notion-là, c'est lié à votre organisme qui réagit. Votre organisme, par rapport à ça, il peut réagir de façon automatisée sur certaines choses. Donc, par exemple, je sais pas, la digestion, vous ne réfléchissez pas à digérer. Ça se fait de façon automatisée. Et vous avez par exemple des personnes qui sont blessées au niveau de la moelle épinière où l'organisme va fonctionner tout seul pour digérer tout seul, sans que le cerveau agisse de manière consciente par rapport à ça. Donc, sur ces notions-là, on est proche de ce qui est naturel, de ce qui est l'organisme et de ce qui est la réflexion. Un exemple, ce serait par exemple l'ordre naturel, c'est-à-dire les notions de se reproduire. C'est, je dirais, dans l'ordre naturel, c'est les gens ont des hormones, ils vont développer par rapport à ça des besoins de se rencontrer. Le fait, par exemple, je sais pas, si on m'agresse de frapper mon voisin, c'est naturel, je peux lutter contre. Donc ça, c'est du système 1, c'est de l'action immédiate. Donc vous me dites, je suis très éloigné de la programmation, où est-ce que je vais avec tout ça? La raison suivante, c'est qu'au niveau humain, j'ai tous ces biais de système 1, de système 2. Je vais avoir ma perception du monde par rapport à ce qu'elle est réellement. Éventuellement, je vais communiquer avec mon prochain. Donc avec mon prochain, je vais communiquer sur une notion implicite, donc en ayant en considération des préacquis qu'il aurait, ou une notion explicite où je lui explique tout. Donc la différence, c'est par exemple, je suis en train de préparer une recette, donc mettons un programme, je fais des galettes bretonnes avec de la farine de sarrasin, et j'ai demandé à la personne, va me chercher le paquet de farine de sarrasin qui est dans la cuisine, dans l'étagère du haut. Ça, c'est explicite. Si la personne elle a un préacquis, donc par exemple, elle sait où est la farine et à la limite où est la cuisine dans le bâtiment, je vais dire, j'ai besoin de la farine de sarrasin, point. Et la personne va la trouver. Donc au niveau humain, on a toutes ces difficultés-là. Et au niveau de la programmation, l'intérêt d'interagir avec une machine, c'est que la machine, comme je disais, Pico, il est identique sur tous les systèmes. Pico, la capacité qu'il a à afficher des choses à l'écran, elle est la même que ce soit un ordinateur qui soit à Tokyo, un ordinateur qui soit sous Windows, un ordinateur qui soit sous macOS. Le système, ce n'est pas lui qui va conditionner la manière dont il va agir. Donc quand on va transférer, on va dire, un raisonnement humain, donc un personnage qu'on a dessiné à l'écran, un programme qu'on a écrit, du code qu'on a réalisé dans la machine, on va avoir une opération de transcription. Cette opération de transcription, on a vu que quand on communiquait d'humain à humain, il y avait le système 1 qui rentre en ligne de compte, le système de Korzybski par rapport aux réactions organismales, et après il y avait la problématique
de communiquer de façon implicite ou explicite. Quand on est face à la machine, on a toutes ces problématiques-là, parce que la machine, elle nous élimine les notions contextuelles. C'est-à-dire la machine, elle est identique quel que soit l'utilisateur. Le programme, si la machine fonctionne bien, elle va agir de la même manière quel que soit l'utilisateur. Et pour l'apprenant, le fait d'être confronté à la machine, c'est que la machine va valider sa démarche. La personne va taper du code à l'écran pour afficher un caractère, il va s'afficher ou il ne va pas s'afficher. Il va taper du code pour déplacer un personnage sur la droite, ça va fonctionner ou ne pas fonctionner. C'est une des rares, à la limite peut-être des seules disciplines où la personne peut apprendre seule, être sanctionnée par l'équipement qu'elle utilise, sans avoir besoin de quelqu'un pour la corriger. Alors, elle ne fera peut-être pas quelque chose d'optimal, mais elle fera quelque chose qui fonctionne. Donc, quand vous êtes face à la machine, j'en reviens à la question du début, parce que je vous en mets très très loin, c'est pourquoi les personnes aiment coder. Tout simplement parce que quand vous codez quelque chose sur l'ordinateur, le programme, il va fonctionner ou il ne va pas fonctionner. Alors, il y a deux raisons de fonctionner. Il va fonctionner techniquement, c'est-à-dire il va se passer quelque chose dans l'ordinateur. Et la deuxième fonction de fonctionner, c'est la personne qui va utiliser votre programme, votre jeu, il va le trouver sympa, il va avoir des sensations avec, il va vous dire c'est super, ça me plaît. Ou alors il va dire bah tiens, si tu pouvais améliorer ça, ça serait sympathique. Donc, il va y avoir une interaction par rapport à cette notion-là. Et le fait de transcrire les éléments que vous avez dans votre esprit dans la machine, en fait, vous faites un miroir de vous-même. C'est-à-dire que si ça fonctionne, ça veut dire que vous, en tant qu'être humain, dans le raisonnement que vous avez mené un raisonnement qui est correct, vous l'avez formalisé de façon correcte, vous l'avez transcrit dans la machine de façon correcte, et techniquement, elle fonctionne. Donc, dans la relation de l'homme à la machine, je dirais c'est une relation qui est simplifiée de l'homme à l'homme, puisque on n'a pas tous les aléas qui sont liés à l'humain par rapport à ça. Et donc, dans le cas de l'environnement Pico ou de tout environnement de développement, à la limite, quand l'environnement fonctionne et que votre programme fonctionne et que vous avez du résultat avec ce que vous avez fait, ça veut dire que vous, en tant qu'humain, entre guillemets, vous avez bien fonctionné dans le contexte qui était le vôtre. Donc, l'attrait de ce type d'environnement, on va dire, c'est que c'est rassurant pour la personne qui mène le développement. C'est aussi très sympa sur des environnements comme Pico 8 pour les enfants. Parce que les enfants, en général, quand ils commencent à programmer, ou quand on leur demande de programmer, déjà on fait « Ah, il faut taper du texte sur un clavier. » Puis après, premier échec, c'est « Ah, je me suis trompé, ça ne marche pas, j'arrête. » Non, l'apprentissage de la programmation, c'est comme le vélo. On commence à pédaler, et puis on finit dans le fossé de gauche. Parce qu'on s'est un peu trop penché, on a tourné le guidon vers la gauche. On se relève, on retourne sur la route, on recommence à pédaler. Et là, on finit dans le fossé de droite, parce qu'on a un peu trop tourné le guidon vers la droite. Mais au moins, quand on se relève la troisième fois, on sait quand on tourne le guidon à gauche, on va à gauche. Quand on tourne le guidon à droite, on va à droite. Au niveau de la programmation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les enfants vont commencer à programmer, vont faire du code pour dépasser un personnage à l'écran. Et là, le personnage, il va aller trop vite. Ou alors on va appuyer sur la touche pour qu'il aille à gauche, il va aller à droite. Mais il aura appris au moins comment on peut faire pour que le personnage aille plus vite ou qu'il aille à droite. Donc le but, c'est on enrichit la démarche par toutes les erreurs que l'on commet. Et faire des erreurs tout seul, c'est compliqué. Mais faire des erreurs au sein d'un groupe qui commence comme vous, des personnes qui sont bienveillantes et qui vont stimuler et qui vont vous aider à vous relever, parce qu'en vélo, en fait, le fait de tomber de vélo, c'est un peu vexant. Mais tomber de vélo, se faire mal, c'est encore pire. Mais s'il y a quelqu'un pour vous aider, vous en mettre dessus, qui vous tient l'étape d'après, ça aide beaucoup. Donc le but de la plateforme de développement, c'est justement de l'association Pico, c'est de permettre à ceux qui sont en difficulté d'avancer. Et en une après-midi, où j'irai avec quelqu'un qui connaît, vous faites le tour, tout seul, il va peut-être vous falloir, on va dire, 2-3 jours pour mettre le pied à la pédale, c'est le cas de dire, pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est l'objet et la mission de la Fondation Pico. Donc on a un site, vous pouvez tout télécharger, tout est gratuit, on ne vend absolument rien. L'environnement Pico 8, c'est un environnement qui est commercial, qui est distribué par une société qui s'appelle Lexaloft, qui n'a rien à voir avec nous. Et d'ailleurs, dans le cadre de la conférence, nous allons avoir une dizaine de licences à vous faire gagner pour ceux qui ont été attentifs ou moins endormis, ou ceux qui resteront, si on a plus de 10, pour que justement vous puissiez, vous, chez vous, télécharger l'environnement et commencer à faire vos premières armes. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc l'intérêt, comme j'ai expliqué, de l'association, c'est de traduire la documentation en français, de fournir des tutos en français, mais on n'est pas tout seul. Il y a également plein de gens qui ont trouvé l'environnement super sympa, qui se sont dit qu'il faut absolument faire quelque chose, notamment des gens, je dirais hélas, de ma tranche d'âge. Parce que nous, quand on a commencé, on était petits, il n'y avait pas d'Internet. Pour la doc, on essayait de copier des bouts de programme, mais c'est un peu compliqué. Et donc, c'était vraiment la galère pour avancer. Donc maintenant, je dirais, on va un tour sur Google et tout est expliqué. Par contre, en anglais souvent. Donc là, il y a Jean Charpentier qui a une chaîne qui s'appelle Créer un jeu vidéo, qui, en ligne, vous fournit des tutos pour commencer à partir de rien. Mais vraiment rien. C'est-à-dire qu'à la limite, si votre point fort, c'est Word ou Excel, ça va très bien, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous savez bouger la souris et retrouver la touche A sur un clavier, ça fonctionne. Donc vous avez également d'autres acteurs, donc tels Corentin Caillot. Donc il y a également une petite chaîne où il a fait le Pico 8 Monf. C'est-à-dire lui, son défi, il vous dit voilà, vous ne savez absolument rien du tout de la programmation, rien du design, des sprites, ça ne vous cause pas, c'est du chinois. Venez, en un mois, donc il y a des petites vidéos,
chaque jour pour montrer une petite étape du développement, pour montrer une fonctionnalité, et donc pour vous fournir les briques du jeu, entre guillemets Lego, et après vous pouvez construire tout ce que vous voulez. L'intérêt, c'est que les vidéos ne se lassent pas. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas, vous pouvez la regarder une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'y a pas de problème. Que l'humain, si c'est un cours ou autre, au bout d'un moment, il peut se fatiguer. Donc, vous avez également le site l'exalove.com, qui est le site de Joseph White, le concepteur donc, de l'environnement Pico 8, quelqu'un disponible également sur Twitter, @zep, qui est quelqu'un de très très sympathique, qui répond quand on lui écrit, parce que souvent les personnes qui ont du succès dans le domaine du jeu vidéo, une fois qu'ils ont eu du succès, on les voit beaucoup moins et c'est beaucoup plus compliqué pour communiquer avec eux. Là, c'est quelqu'un, elle ne va pas forcément vous répondre dans la seconde, mais c'est quelqu'un qui répond. Par contre, le problème, c'est qu'il vous répond en anglais actuellement. Mais en passant par l'association Route, si vous avez des questions à lui adresser, on peut les faire suivre. Pour donner une idée, Joseph White, quand on lui a dit voilà, on va faire quelque chose en France pour parler Pico, pour permettre aux gens qui n'y connaissent rien de découvrir un environnement de développement sympa, pas trop compliqué, qui leur permette d'avoir rapidement des résultats, il nous dit mais génial, mais allez-y, on est à fond derrière vous. Ensuite, vous avez d'autres acteurs, tels Arnaud Deboc. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Picunicu. Donc, c'est quelqu'un qui en vit. Alors là, on peut lui mettre une couronne de laurier. Il est arrivé de passer de Pico, on va dire 8, donc l'environnement de développement pour apprendre à faire des jeux ou des petits jeux rétro. Et lui, il est arrivé à faire un véritable métier. Il en fait profession, il fait des jeux sur Steam, donc notamment Picunicu. Il a également fait Reign sous Android, je ne sais pas ceux qui connaissent, c'est un jeu de cartes, on met oui, non et on peut basculer. Et maintenant, c'est son métier. Il en vit à plein temps. Donc il est passé d'une plateforme d'apprentissage, de découverte, à un exercice professionnel. Alors, on a également Trasvoldog. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Trasvoldog? Non? Alors là, c'est une personne que je vous conseille de voir. Il a un Patreon. Donc, le principe d'un Patreon, c'est que vous pouvez financer quelqu'un pour qu'il fasse son travail, mais il a également plein de choses en ligne. C'est la rockstar française de Pico 8. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il rentre dans la pièce, les lumières s'éteignent. Il est le dieu vivant de ce qui peut se faire en Pico. En 20 secondes montre en main, il vous fait des effets style ceux qu'on montrait. On peut encore monter des effets de ce qu'on avait au début. Voilà. Pour donner une idée, les petits effets comme ça, là, donc ce sont des démos pour montrer les capacités de l'environnement Pico, c'est des programmes qui tiennent en un tweet. Parce que le jeu de ces gens-là, c'est au lieu de s'envoyer un tweet « Bonsoir » ou « J'ai vu ça, je kiffe tel film » ou « J'aime bien telle vidéo », ils envoient leur petit tweet avec un programme qui fait une animation à l'écran, avec « Tiens, regarde, j'ai trouvé ça, c'est sympa », etc. Donc, on peut les qualifier de geeks, on peut peut-être même les qualifier de nerds, je ne sais pas à quel stade ils en sont, mais c'est quand même sympathique. Et donc, sur Twitter, si vous suivez le hashtag Pico8, vous allez avoir des milliers, mais vraiment des milliers d'échanges de tweets avec la petite animation, le petit effet. Et là, par exemple, on regarde, il y a un effet de pluie. Ça, c'est un effet où vous dites, bah, tiens, moi, dans mon jeu, j'aimerais bien faire un jeu avec des grenouilles et de la pluie. Vous pouvez copier-coller l'effet parce que tous les effets étant sur Twitter, sont disponibles. Donc vous pouvez télécharger non seulement la cartouche, mais en plus le code Twitter, vous le copiez-coller dans l'environnement. Donc il y a des milliers de tweets. On peut revenir au slide. Voilà. Donc après, derrière, pour ceux qui sont plus aguerris ou pour ceux qui n'ont pas peur de la langue anglaise, il y a des sites qui sont assez extraordinaires. Donc il y a Itch.io. Itch.io, c'est une plateforme où vous pouvez publier vos propres jeux. Donc n'importe qui, je dirais même moi, j'ai fait quelques réalisations, je les ai mis sur Itch.io. L'intérêt, c'est qu'elles sont disponibles pour la communauté. Alors, vous pouvez le vendre. Ça, c'est pas bien de vendre ces jeux. Hein. C'est mieux de les partager. Mais si vous voulez, vous pouvez les vendre. Mais sinon, vous pouvez dire aux gens, ce que je fais, si ça vous plaît, vous donnez ce que vous voulez. À partir de là, les gens, ils aiment le jeu. Ils disent, on a bien 2-3 niveaux supplémentaires. Donc, si vous aimez 2-3 niveaux supplémentaires et que vous êtes sous Pico, c'est simple. Vous chargez la cartouche, vous allez dans l'éditeur de niveaux et vous pouvez les faire, vous, les niveaux. Si vous avez quelque chose qui pousse dans la main, plus ou moins long, on va dire, vous pouvez dire je te donne un peu d'argent et si tu veux en faire 2-3 niveaux, ça serait sympa. Et en règle générale, les gens font les 2-3 niveaux supplémentaires. Et après, il y a une encyclopédie, donc le Wikipédia du Pico, qui s'appelle Pico 8, où là, vous avez des milliers et des milliers de sujets où on vous explique comment faire des réalisations techniques, donc un son particulier, une animation particulière, une interaction particulière. Et ce sont des briques prêtes à l'emploi, donc soit vous les employez comme telles, et tant mieux, vous en profitez. Soit éventuellement vous êtes curieux et vous allez pouvoir voir, comme le code source est disponible, comment c'est fait et apprendre. Donc, après, là on a vu la plateforme Pico, on a vu pourquoi des gens, on va dire mentalement sains, se mettent à coder et y prendre plaisir.
Et là, on va voir à quoi ça sert en fait. Pourquoi s'intéresser à une console virtuelle sur un ordinateur alors qu'il y a la Super Xbox 40 000 et la PS 500 000 qui sont sortis? Pourquoi il y a des gens qui veulent encore faire des jeux en 128 pixels par 128 pixels, 16 couleurs, tout petit sur l'écran? Quelle bizarrerie. Tout simplement, s'il y a des amoureux du jeu vidéo, si vous l'avez vu dans l'entrée par exemple du BGF, il y a plein de gens qui ressortent de vieilles consoles, de vieux jeux, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne trouve plus, on va dire, dans les jeux modernes, c'est cette notion de feeling et d'imaginaire. Quand on a une bouillie de 3 pixels à l'écran, c'est l'imaginaire qui fonctionne. L'imaginaire veut dire c'est un bonhomme, c'est un archer, c'est un petit crapaud, c'est un monstre en train de gober des bulles qui s'appelle Pac-Man. Voilà, c'est l'imaginaire qui fonctionne. Quand on regarde un jeu récent, donc des jeux de combat, bon, je n'ai pas besoin de vous donner des noms, je pense que vous faites une idée, c'est réaliste, on a l'impression de regarder le journal télévisé. Donc la part d'imaginaire, elle n'est plus là. Donc l'intérêt, la magie du jeu, enfin pour moi c'est mon avis, je ne sais pas si vous le partagez, c'est cette partie d'imaginaire, c'est le fait de pouvoir partager ça. Le deuxième point, c'est qu'on a tous été enfants avant de devenir, hélas, adultes ou d'être considérés comme tels. Et pour certains d'entre nous, avoir arrêté de jouer, c'est dommage, il ne faut pas arrêter de jouer. Le jeu, c'est l'apprentissage, c'est la première forme d'apprentissage. Il faut toujours continuer à jouer et toujours y prendre des plaisirs. Donc, on essaie de retrouver les émotions de l'enfance et voire même de les partager à nos enfants. Actuellement, on voit une génération de, alors peut-être pas dire qu'un cas, mais dans ces eaux-là, qui ont des enfants, et qui veulent faire partager Pac-Man, Boulder Dash, Donkey Kong, des jeux qu'ils ont eu eux quand ils étaient petits, avec lesquels ils ont passé beaucoup de temps, souvent trop au détriment du scolaire, mais il y avait vraiment une émotion. Donc là, en Pico 8, on peut refaire des jeux tels Boulder Dash très facilement. Donc là, on va vous montrer un exemple de cartouche. Yes. Hop. Ah, t'as raté. Non, t'as raté là, Yannick. LS. Non. Donc là, on va vous montrer Boulder Dash. Donc il faut attraper LS pour voir la liste de ce qu'il y a à l'écran. C'est une liste. LS, voilà. Et là, il y en a un qui s'appelle Boulder Dash 1984, parce que Boulder Dash a été inventé en quelle année? Elle est dure la question. 1984? Oui? Allez. Ah, pardon. Une petite licence pour la dame là? Oui, vous. Allez. Elle était facile celle-là. Hein. Bon, voilà. Et donc on retrouve BLD, c'est un petit jeu. Donc pour ceux qui connaissent Boulder Dash, on a un petit personnage qui se balade dans une espèce de grotte avec de la terre où il creuse, des cailloux. Et quand il creuse sous un caillou, forcément, qu'est-ce qui arrive? Le caillou, il tombe. Donc là, le but, c'est de prendre des diamants. Dès qu'on a pris un diamant, on sort. Voilà, et on trouve un nouveau niveau, etc., etc., etc. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle des remakes. Un remake, c'est on prend un jeu qui a existé, qui a été fait souvent en langage d'assembleur, sur un microprocesseur, avec des gens qui ont laissé beaucoup de sueur sur le sujet, avec un environnement beaucoup plus sympa qui s'appelle Pico 8, où on a un langage de programmation beaucoup plus évolué et beaucoup plus facile à prendre en main, qui s'appelle Lua, et on peut mener ce type de réalisation. Donc là, alors, on peut considérer ça comme des copies, moi je considère ça comme des hommages. C'est des hommages faits à des œuvres magistrales du jeu vidéo. Donc ensuite, après Boulder Dash, nous avons... Hop. Non, ça c'est l'écran Boulder Dash, oui. Voilà, nous avons alors Pac-Man, célèbre. Donc il y a également, non, on va peut-être pas toutes les passer, Yannick. Nous avons également des versions de Pac-Man qui sont faites sous forme de cartouches. Et tous ces jeux, c'est-à-dire quand vous avez l'environnement Pico 8, vous avez accès à toutes ces cartouches. Donc vous pouvez jouer à Pac-Man, vous pouvez jouer à Boulder Dash, vous pouvez jouer à des remakes de tous ces jeux-là. Donc ensuite, alors, donc la simultanéité des niveaux, si on regarde l'écran du milieu et l'écran du bord, c'est vraiment similaire. Les gens ont vraiment un respect de l'œuvre. Et donc là, on va voir un Pac-Man en Pico 8. Voilà, hop, un petit coup de run. Et là, on a Pac-Man, on peut jouer donc avec le seul Pac-Man qui mange des pilules. Alors l'autre intérêt, c'est que vous pouvez jouer, mais si vous êtes curieux, que vous voulez savoir comment c'est fait, voilà, donc ça fonctionne, je suis rassuré. Donc avec échappe, on peut aller dans l'environnement, voilà, 2 fois, et là on peut voir les dessins, donc on voit tous les personnages qui sont faits. Et si vous avez besoin de faire un jeu avec un Pac-Man ou des niveaux qui ressemblent à Pac-Man, les images sont là, vous pouvez les réutiliser. Si on veut voir le code, voilà, le code est là. Donc tout est accessible, il n'y a rien de ce que vous exploitez ne vous est caché. On a également les niveaux, voilà. Donc là, on a le niveau Pac-Man qui est dessiné.
Donc on peut dessiner ses propres niveaux. Donc toutes les données, toute l'intelligence du jeu, ce qu'on appelle les assets, donc les éléments graphiques, visuels du jeu sont disponibles, y compris la musique. Donc en remake, nous avons d'autres. Alors là, je vous en ai montré quelques-uns, mais il y en a vraiment des milliers, des milliers, des milliers. Voilà, Pac-Man. Alors après Pac-Man, qu'avons-nous? Alors là, déjà plus dur. Hein. Là, la personne a fait du Pico, mais on va dire à forte dose. Je pense même qu'il faudrait qu'elle consulte son médecin, parce que là, il va y avoir un paquet d'heures. Il y a des personnes qui ont refait Flight Simulator 1982, donc un simulateur de vol d'avion, avec toute la gestion de la physique. Hein, c'est-à-dire l'avion, il vole, il y a la gravité à gérer, il y a la pression de l'air sur les ailes, etc. Et donc là, c'est un passionné donc, de vol qui a reproduit le cockpit de son avion, qui est un... Alors, j'ai plus le modèle, c'est un Cessna, je ne me souviens plus le modèle. Donc ça, c'est Flight Simulator. Et à droite, on a le vrai cockpit. Le vrai cockpit de l'avion. Voilà. Donc ça, c'est le cockpit réel. C'est-à-dire la personne qui monte dans la Cessna de ce modèle-là, il a ça devant lui. Et la personne qui joue à Pico, est-ce qu'on peut remonter l'écran Pico? Voilà, la personne qui joue à Pico, elle a ça en 128 pixels par 128 pixels. Et ça fonctionne. La personne peut décoller, atterrir, il y a des objets à éviter, il y a une carte, il y a un mode d'emploi, vous vous rendez compte? Un jeu vidéo en 2019 qui vous donne un mode d'emploi à lire. C'est quand même rare. Hein, voilà, mon Dieu, le mode d'emploi. Donc ensuite, on a les jeux plus connus, Tetris. Alors Tetris, je ne vous dirai pas trop à qui il est. On connaît l'inventeur, mais après la possession, on va dire, des droits, c'est plus compliqué. Donc là, vous avez également des jeux de Tetris qui ont été faits en Pico. Et l'intérêt est toujours le même principe, c'est-à-dire que vous pouvez jouer au jeu, vous faites échappe, vous pouvez le modifier, recopier des éléments. L'autre intérêt, c'est si le jeu, vous n'y arrivez pas, c'est-à-dire que le petit personnage, il saute pas assez haut, ben, vous allez dans le code et puis vous modifiez pour qu'il saute plus haut. Ça, c'est également une des possibilités. Donc là, on va en montrer un autre. Donc pour donner une idée sur le nombre d'utilisateurs actuellement Pico 8, il y a plus de 25 000 personnes qui l'utilisent de façon régulière. En France, on va dire, on a à peu près 250-300 acteurs significatifs. En nombre de jeux, j'ai arrêté de les compter quand on a passé les 30 000. Donc je pense que déjà, vous pouvez occuper de longues après-midi de week-end. Donc avec les différents jeux proposés ou en apprenant à en faire. On va peut-être passer à autre chose. Continue. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, remake. Donc il y a Alone in the Dark également, pour ceux qui connaissent. Alors, Alone in the Dark, j'aimerais que vous comparez l'écran du jeu, qui est à droite, et l'écran Pico, qui est au milieu. Donc là, c'est une photographie du jeu, du vrai jeu. Okay, donc on voit le personnage donc, féminin, on voit la table, la chaise, la fenêtre dans le fond. Et si on regarde le jeu Pico 8, voilà, on a également le personnage, la table, alors 128 par 128 forcément, mais un travail de respect de l'œuvre absolument extraordinaire. Et même chose, on peut donc là on va pas le faire, ça n'a pas trop le temps, mais on peut également le charger. Alors on montre, allez hop. Donc, Alone in the Dark, c'est le premier, 1992. Donc là, même chose, c'est-à-dire si vous êtes intéressé par la 3D, vous pouvez aller voir dans le jeu le moteur 3D, comment c'est fait, comment les vecteurs sont gérés, comment les faces sont gérées. Tout est accessible. Donc, ce qu'il faut retenir de l'environnement Pico, c'est que vous ne savez rien, vous pouvez apprendre des choses par rapport à ça. Vous savez des choses, très très vite, vous pouvez retrouver vos repères et commencer à programmer. Vous avez des jeux que vous appréciez, vraisemblablement vous allez les retrouver parce que vous n'êtes pas le seul à les partager. Vous pouvez les modifier, vous pouvez aller utiliser, on va dire, les mécaniques du jeu ou les éléments du jeu pour créer vos propres jeux. Donc là, on va avancer un peu. Yannick, on peut retourner sur le slide. Yannick, le slide, s'il te plaît. Merci. Hop, voilà. Donc on a vu tout plein, mais bon, on va les passer parce que tout est en ligne, tout est sur site, tout est disponible sur Internet. Donc Marble Madness aussi, on va passer. Donc ça, c'est toute la partie où on refait des jeux anciens. Et il y a également des personnes qui, elles, reprennent des jeux nouveaux, donc ont été réalisés avec des graphismes modernes, avec des techniques modernes, et qui vont les refaire en Pico. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des demakes. Donc là, on va avancer un petit peu pour aller jusqu'au demake. Ah oui, Capsoria en est un, c'est bon. Ou même Fez, tiens, reste sur Fez. Donc Fez, par exemple, je ne sais pas ce que c'est Fez. C'est un jeu où un personnage
et un niveau est affiché en 2D, mais il est réellement en 3D. Une des astuces du jeu consiste en fait à faire pivoter l'environnement pour passer comme un Rubik's Cube d'une face sur l'autre. Ce qui fait que les choses vont s'aligner différemment. Donc quelque chose, par exemple, qui est sur un niveau, quand on regarde d'un côté, peut être éloigné. Quand on le fait pivoter, les deux choses vont être face à face et permettre au personnage de progresser différemment dans le niveau. Donc FaZe, beaucoup de niveaux ont été refaits en Pico 8. Donc Plants vs Zombies, c'est la même chose, c'est un des mecs, c'est un jeu moderne qui a été refait en Pico 8. Alors Céleste, j'ai beaucoup de choses à raconter sur Céleste, je vais faire court. Il y a quelqu'un qui a commencé à faire du Pico, qui s'appelle Matt Turning, qui a fait un petit jeu avec un personnage vachement sympa, qui s'appelle Céleste, qui évolue dans des grottes. Il faut avoir beaucoup... Non, vraiment, je vous mens. Il faut avoir énormément de patience pour jouer à ce jeu-là, parce que c'est un jeu où on essaie, on meurt, on essaie, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, et... Ah non, on meurt, et on y arrive. Formidable. Et après, on passe au niveau suivant. Donc c'est un jeu qui est difficile à maîtriser, mais qui est extraordinaire. C'est-à-dire c'est des jeux où vous prenez un plaisir fou, parce que quand vous avez passé le niveau sur lequel vous avez cherché un chemin ou une technique pour la passer pendant une demi-heure, voire 40 minutes, et vous le passez, vous êtes content. Après, il y a des personnes qui sont, on va dire, très très habiles, qui voient tout de suite le chemin à parcourir, qui vont faire des traversées de jeu absolument extraordinaires. Donc Céleste a eu un énorme succès. Donc là-bas, c'est un jeu Pico 8. C'est quelqu'un qui se dit, tiens, c'est sympa. De mémoire, je crois qu'il a été fait en 2 jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc juste pour dire, tiens, c'est sympa Pico, qu'est-ce qu'on peut faire avec Pico? Donc maintenant, il a fait Pico 8. Et le jeu a été porté sur Switch, donc la console de jeu. Il a été porté sur PC. Et on peut avancer. Hop. Voilà, donc le fameux Céleste. Donc, et Matt Thorson, pardon, a eu le Grand Prix du jeu indépendant l'année dernière. Donc consécration professionnelle suprême. Comme Arnaud Deboc, il est parti sur Pico 8. Arnaud Deboc est devenu professionnel. Mark Thorson est parti d'un jeu, d'une idée, d'un concept, comme ça, tout. Il s'est dit, c'est sympa, je fais un jeu qui est sympa. Les gens ils disent, non, ton jeu n'est pas sympa, il est extraordinaire. Oh non, il est sympa mon jeu, il n'y a pas de niveau, c'est sympa. Non, non, il est vraiment bien. Bon, bah, si on me donne l'argent, je vais peut-être le porter sur Switch. Bah, on va te donner un peu d'argent. Ah, bah, je l'ai porté sur Switch. Mais il se passe un truc extraordinaire, mon jeu se vend. C'est dingue. Et prix reconnaissance suprême professionnelle, il a le prix du meilleur jeu indépendant au niveau mondial en 2018. Donc comme quoi en Pico 8, alors je ne vous dis pas que si vous commencez à faire du Pico 8, demain matin, vous avez fait le jeu extraordinaire, mais c'est possible. C'est-à-dire l'outil que vous allez avoir pour concevoir votre jeu, c'est le même outil qu'a eu cette personne-là. Il n'y a pas de magie, il n'a pas ramené des choses supplémentaires, il a juste utilisé Pico 8. Après Pico 8, il y a des personnes qui l'utilisent pour des choses autres que le jeu vidéo. Par exemple, il y a Roby Duguier, qui est un musicien, où lui, le jeu vidéo, bon, c'est sympa, ça détend, mais ce n'est pas sa fonction première. Par contre, les squeeze, bip, ça l'éclate. Donc, il a fait des musiques à base de sons de jeux vidéo, donc de Pico, et il a un album qui s'appelle Nine Songs in Pico 8, qui est disponible sur iTunes ou sur toutes les bonnes boutiques, où vous avez de la musique de type chiptune. Donc, c'est de la musique qui est faite à base de processeurs son, de consoles de jeu. Donc là, c'est une console de jeu virtuelle, certes, mais c'est quand même une console de jeu. Et qui a un univers musical bien spécifique. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Ça, les goûts, les couleurs, c'est autre. Mais au moins, non seulement vous pouvez les écouter, mais en plus, vous-même, vous pouvez en réaliser. Alors après, il y a un autre, on va dire un autre aspect. Ça m'a fait sourire. Je suis intervenu en collège. En collège, on a expliqué aux enfants que l'écran, il y avait un abscisse, un ordonnée, que les pixels avaient des numéros. Et donc, comme en maths, en gros, on fallait calculer les distances. Donc, alors en maths, c'est un triangle ABC avec des côtés au secours. Nous, c'est plus sympa. Il y a une chèvre, il faut qu'elle mange un chou. Alors, si la chèvre elle a une distance de 0 par rapport au chou, c'est que la chèvre, elle a mangé le chou. Donc là, en l'occurrence, on leur a appris à calculer une distance en Pico 8. Ils ont animé le personnage pour manger donc le chou. Et par rapport à ça, ils ont découvert que ce qu'ils apprenaient au collège, donc Pythagore, ça ne servait pas qu'à faire des exercices, ça sert également à faire du jeu vidéo. Donc dans la même chose, on a d'autres éléments. Donc là, on est au bout du temps, donc je vais me dépêcher un petit peu. Je vois que ça s'agite autour de moi. 5 minutes, j'ai 5 minutes, donc 5 minutes, on va faire vite. Donc également tout ce qui est sinus, cosinus, ça c'est une horreur. Si vous avez fait des maths, s'il y en a ici où sinus, cosinus, ça fait pas peur, si, voilà, c'est l'horreur. Hein. Bon, et ben là, venez me voir. On va faire des sinus cosinus, vous allez vous éclater, franchement, en Pico 8. Donc on va passer derrière la peau. Alors, il y a d'autres, on n'est pas tout seul, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de l'association Picoscope, j'ai parlé de Pico 8, mais on n'est pas tout seul. Il y a d'autres environnements qui existent sur Internet, style TIC80, donc on va passer. Vous pouvez le googler, vous le trouverez. Hop. Vous avez également PV8, qui est un autre environnement de même nature, donc vous pouvez le googler, vous le trouverez. Donc on va passer avec Jesse Freeman qui fait PV8, et lui il le fait surtout pour faire des cours, c'est-à-dire pour apprendre au jeu à développer.
Donc je lui fais sa partie maths pour info. Et là, je voulais vous faire peur, j'ai 5 minutes, donc c'est très, très compliqué. Mais actuellement, comme on en parlait précédemment, on est dans une mutation sociale par rapport à l'informatique. Je vous ai donné des chiffres au tout début entre le ZX81, ordinateur à 3 MHz, et les super ordinateurs actuels. Qu'il y en a un qui avançait d'un pas, l'autre qui faisait 5 allers-retours Terre-Lune. Actuellement, si on compare la population donc de 1800 à 2000, en 1800, par exemple, on avait 15 agriculteurs. On a gagné en productivité grâce à la mécanisation du travail agricole. En 2000, nous n'avons plus qu'un agriculteur. Est-ce que ça veut dire que grâce à ce gain de productivité, on a 14 agriculteurs qui ont été travaillés, qui sont à la plage bien allongés tranquillement? Non, on a eu du gain de productivité, mais ils sont devenus ouvriers, ils sont devenus commerçants ou autres. Et cette révolution qui s'est faite sur 200 ans, donc on va dire de mécanisation du monde agricole, on est en train de la dire au niveau informatique entre 2000 et maintenant en 20 ans. Alors en 200 ans, l'école a pu former des personnes, a pu adapter des personnes à des nouveaux métiers. En 20 ans, c'est extrêmement compliqué. Là, en 2020, je crois pour l'entrée 2020, le code rentre en lycée avec le langage Python. En 2020, ça fait 20 ans que c'est parti, que c'est vraiment, on va dire, limite une menace pour les personnes qui ne se forment pas, et on commence à s'y intéresser. Donc là, l'intérêt de la plateforme Pico 8, c'est que personne ne le fera pour vous. Donc si vous ne vous y intéressez pas vous-même, si vous ne faites pas vous la démarche de vous intéresser à ce genre de sujet, si vous ne faites pas vous l'effort de comprendre ce qu'est un algorithme, c'est vous qui serez piloté par les algorithmes. C'est vous qui obéirez aux GAFA, aux Google et autres, et c'est vous qui serez le produit de ces entreprises-là. Je vous remercie. Question? Non, pas le temps? Si, petite question. Allez, une question, une licence, ça va motiver ça. Non? Tiens, Adrien, viens là. Les personnes qui ont des questions, ils ont des licences. Quel meilleur moyen d'avoir des questions? Il y a quelqu'un qui a triché, qu'on a déjà une, mais bon. Ah, sur le menton. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Une personne qui ne sait pas programmer et qui commence sur Pico 8, est-ce qu'elle s'en sort? Est-ce qu'à la fin, elle sait programmer aussi? Alors, une personne qui ne sait pas du tout programmer, qui attaque avec Pico 8, l'idéal, c'est pas d'attaquer par le manuel, parce que quand vous apprenez le français, vous commencez pas par lire le dictionnaire, c'est clair, c'est compliqué. C'est de commencer par des tutos. Des tutos, comme j'ai montré, il y en a en ligne en français, donc de Jean Charpentier ou de Corentin Yor. Donc, vous commencez par un de ces tutos, et vous allez pouvoir apprendre. Maintenant, si vous allez sur le site picoscope101.fr, il y a une rubrique tutoriel. Vous pouvez télécharger un tutoriel. Alors, c'est compliqué, hein. Il y a le tutoriel 1, 2, 3, 4. Vous les prenez dans l'ordre et vous allez progressivement apprendre des notions liées à la programmation. Et ces notions que vous apprenez, je dis bien notions, vous apprenez, vous pouvez les reproduire après en Java, en C#, en C++. Parce qu'après, c'est de la technique. C'est important de maîtriser, c'est le concept et la notion. Donc, réponse, oui. Une autre question? Tiens, Adrien, t'es demandé à droite, là. Et du coup, la courbe de progression sur ce langage, J'ai pas entendu, pardon. la courbe de progression sur ce langage, Alors, quelqu'un qui a des notions, on va dire, quelqu'un qui a un bac, par exemple, un bachelier, en 4 heures, en une après-midi, il fait un jeu. Quelqu'un qui est du métier, qui veut découvrir des notions du jeu, parce qu'on a beaucoup de professionnels. Alors c'est rigolo parce qu'on a des jeunes, des très jeunes, des personnes qui connaissent rien, et on a des professionnels, des grandes écoles, l'ENI ou autres, des écoles d'ingénieurs, qui viennent parce que les personnes qui apprennent à programmer dans des écoles, ils ont des ordinateurs avec plein de processeurs, plein de mémoire, plein de disques, et dès qu'ils font un programme, le programme c'est un mammouth. Donc ça marche bien, mais quand on fait du web, par exemple, et qu'il y a 1000 personnes qui arrivent sur un site, 1000 mammouths sur une machine, c'est compliqué. Donc en travaillant sur des petits environnements comme ça pour faire du jeu, la personne, elle apprend une notion essentielle, c'est optimiser. Donc, débutant comme professionnel aguerri, il y a un gain à travailler sur ce type de plateforme. Oui, il y a également, dans le programme anglo-saxon, on me le rappelle, c'est rentré en cursus scolaire. Il y a des écoles qui ont du Pico en classe. J'aimerais beaucoup en France. J'aimerais même que l'éducation nationale s'ouvre un peu vers les associations. Ça serait vachement sympa. Voilà. Et donc, votre association veut promouvoir Pico en France. Donc, c'est ce que vous avez dit, vous traduisez la doc et tout. Est-ce que vous organisez des événements autour de Pico, comme des game jams qui Je n'ai pas entendu la fin, pardon. Est-ce que vous organisez des événements autour de Alors, Pico? on organise des événements, ça s'appelle le Picoscope. Nous sommes, on va dire, autour de Nantes, donc en Vendée. Et alors, on va dire, normalement, tous les ans, là, cette année, on est là et on y prend beaucoup de plaisir. Et on remercie l'ENO et le BGF de nous accueillir. Il n'y en aura pas parce que tous nos moyens sont mobilisés ici, on va dire. Mais effectivement, une fois par an, on fait une réunion. On a été surpris parce que, par exemple, pour le Picoscope, on a des personnes qui viennent de Paris. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'un Parisien vient faire dans la Vendée profonde? Mon Dieu! Eh bien, il va faire du Pico. Et souvent, on fait ça sur 2 jours. Donc, les personnes commencent, on va dire, le samedi matin. La nuit est courte parce que les gens qui ont commencé à coder, qui ont pris leur pied
Ils aiment bien, après 1 ou 2 pizzas, continuer. Donc on a une petite nuit. Et ça se finit le dimanche vers 19h, 20h, parce que les municipalités qui nous prêtent les salles, en général, nous mettent dehors. Ils nous disent, vous êtes gentils, on vous aime bien. Mais il y a un moment, il faut que ça se termine. Donc c'est super génial, ça permet de créer des contacts. Les personnes que j'ai présentées, Jean Charpentier, Corentin Caillot, c'est des personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de ce Picoscope. Donc oui, on organise des événements. Oui? Ah non, c'est bon. D'autres questions? Non, bah, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas perdu trop de monde sur les systèmes 1, les systèmes 2, Korzybski. Pour info, le verbatim de la présentation va être mis en ligne avec tous les liens, toutes les démonstrations qu'on a pu vous faire et pas, parce qu'il y en avait plein d'autres et on aurait eu peut-être le temps de meubler 2-3 heures. Donc tout ça, vous allez pouvoir le télécharger. Dans la vidéo, donc vous avez des inserts, des slides. Les slides, vous allez les retrouver également. On va tout mettre en ligne. Alors, il faut nous laisser le temps, mettons jusqu'à mercredi, mais tout va être téléchargeable d'ici mercredi. Donc, je vous remercie de votre attention. Au revoir.